Les principales étapes de mon parcours professionnel s'inscrivent d'abord dans mon enfance. Je suis née au Mali et j'y ai grandi jusqu'à mes 7 ans. Et mon parcours, il s'inscrit d'abord dans une école malienne, où j'ai commencé, j'ai fait mes premiers pas, avec cette dimension de l'enfant choyé, accompagné par l'école, par les adultes de l'école, dans un double apprentissage, une double formation. La formation familiale d'abord, au sein de la cellule très élargie de la famille, puisque ce n'est pas du tout la cellule papa-maman, mais c'est plutôt la cellule de l'entièreté de la société même, du voisin, de la voisine, les grands-parents, mais vraiment tout le monde, je dirais, tout un village pour éduquer un enfant. Et donc j'ai grandi là-bas à Bamako, et dans une petite ville qui s'appelle Koulikoro, qui est à 60 km de Bamako. Et donc ce parcours, lorsqu'il démarre dans cette école, il est nourri d'abord intellectuellement par une forme de rigueur de l'enseignant, rigueur du maître, qui arrive le matin avec son cartable et nous les élèves on court pour aller chercher le cartable, on l'amène à son bureau et ensuite on se lève, on est debout. Je me souviens de mon encrier et on ne bouge pas tant qu'il ne nous a pas donné le là pour nous asseoir. Et cette rigueur-là est empreinte de respect. Et ça, c'est vraiment mes tout débuts à l'école de Koulikoro. À mon époque, au siècle dernier au Mali, la position de la fille dans la fratrie, elle est peu considérée. Il se trouve que je porte le dossard numéro 6 dans une fratrie de 9 enfants et j'y tiens à mon dossard puisque nous sommes 3 filles pour 6 garçons. Ce qui est conflictuel souvent, c'est-à-dire que lorsque tu nais fille, tu te dois de gagner ta place, ta position dans la société africaine, mais cela a existé aussi dans la société occidentale et notamment dans la société française, puisque je me suis, dans mes études, très documentée sur l'Ancien Régime, sur l'état et la situation historique de la France, qui m'intéressait énormément. Et donc au Mali, lorsque par exemple l'aîné de la famille est un garçon, il avait automatiquement le droit à une scolarisation qui était tracée. Mais si l'aîné de la famille était une fille, eh bien, elle cédait la place au numéro 2, ce qui est une injustice fabuleuse, on en est d'accord. Donc moi, je suis nourrie par cette conviction forte que l'école de la République se doit de former, d'éveiller les consciences, et c'est pour cela aussi que mon parcours de vie entre le Mali, pays de naissance, la France, pays de mon choix, de ma décision de m'installer et d'y vivre, d'abord parce que je suis française, de par ma mère qui elle-même est née française, s'est posé à moi et ce va-et-vient a été extrêmement positif et constructif. Donc le changement de lieu, de température, d'environnement, d'espace va devenir un moyen d'adaptation pour moi qui va me permettre justement de m'adapter à un nouveau lieu, ce qui va être le quotidien aussi que je vais ajouter dans mes expériences professionnelles parmi les 18 établissements que je vais avoir à fréquenter au cours de mon travail professionnel. Je précise que je suis arrivée en France quand j'avais 7 ans. Voilà. Et donc 7 ans, c'est l'âge où tout est déjà posé, structuré dans la tête, etc. Mais les 7 prochaines années qui vont arriver, puisque je vais repartir quand je vais en avoir 13, 14, vont être très constructives, véritablement pour amener la jeune fille malienne que je vais être, à la fois docile, l'éducation traditionnelle, mais aussi rebelle. Et je vais me révolter en fait en silence et à travers les livres. L'entrée, donc fin de primaire se passe, l'entrée au collège, 6e, va être un grand moment. C'est un grand temps pour moi puisque je rentre dans le monde des grands. Je suis ce que les élèves ont pu appeler une jeune élève populaire. Voilà. Et on va former une chorale, je vais faire partie de l'équipe de natation, on va même aller jusqu'en compétition, et on va faire de la natation synchronisée, je vais devenir championne départementale, ensuite championne région, et je vais vraiment suivre et prendre goût à un épanouissement. Patatrac, ma mère se remarie, ce qui est formidable, donc comme à l'aller, elle ne demande pas l'avis, elle reprend
les enfants et les bagages, elle fait le chemin retour pour retrouver son mari à Bamako. Nous nous retrouvons à Bamako et là, je vais terminer mes études de collège. Et là, je vais véritablement découvrir la dureté et la réalité concrète de la vie de lycéenne, de collégienne à Bamako. Et donc, je vais aussi m'enrichir véritablement de cette période-là à Bamako, à Missira. Passage au lycée, j'arrive au lycée Askia Mohamed et là, je rentre encore une fois dans une autre dimension. C'est l'année où on fait de la moto et je vais faire de la moto. Je vais avoir un groupe d'amis où nous allons faire des débats. Nous sommes en seconde, nous sommes en première, nous avons 16, 17 ans. On n'est pas raisonnable et on a surtout envie de révolutionner cette société malienne, cette société de Bamako, cette société africaine carrément, puisque nous nous disons que notre génération, elle va renverser la table. Et la situation politique de l'époque, elle ne nous plaît pas. Et donc avec les groupes de camarades et bien d'autres, dans d'autres établissements scolaires, commence à bruisser un peu cette révolte, un peu ce qu'on a pu connaître en 68 en France. Et il y a un vrai parallèle qui se met dans notre tête. On est dans les années 90 et Moussa Traoré était président à l'époque et nous ne sommes pas d'accord avec la politique économique, éducative, sociale qui est menée. La population non plus n'est pas d'accord. Et donc cette période de lycée, elle va être ponctuée de débats, débats intellectuels, débats de révolte africaine, adossés aussi à ce que nous avons pu lire dans les révoltes occidentales, notamment françaises. Et nous sommes vraiment persuadés que nous tenons la révolution du Mali, du nouveau Mali, du beau Mali, qui va changer et qui va apporter une élite intellectuelle qui va permettre que le Mali sorte effectivement de la pauvreté et que l'éducation se doit, comme je l'ai dit, de prendre toute sa place pour les filles comme pour les garçons. Mais nous étions convaincus qu'il fallait changer. Et ce changement, lorsqu'il va arriver, eh bien, ça va être un bouleversement. Et ce bouleversement va aussi conduire à une année blanche où les épreuves vont être suspendues, les examens vont être annulés, reportés à une autre session. Et pendant ce temps, les familles qui avaient les possibilités et les moyens pouvaient faire exfiltrer leurs enfants pour les envoyer étudier aux États-Unis ou ailleurs sur le continent ou en Chine, etc. Et j'ai eu la chance de faire partie des privilégiés dans la famille qui est la mienne, d'avoir l'opportunité de partir à l'étranger étudier. Et donc j'arrive, je reviens, donc un retour en France, et je suis envoyée par ma mère pour poursuivre des études de médecine, pense-t-elle. Alors, comme j'arrive à Paris et que je suis toute seule et que je sens ce vent de liberté me souffler un peu dans la nuque, au lieu d'aller m'inscrire en médecine, je change de braquet, je vais m'inscrire en lettres modernes à Paris 4, à la Sorbonne, et je vais découvrir un univers de littérature, un univers de la langue latine et de la langue grecque que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore étudié, qui va m'apporter la construction de l'étymologie de la langue française à partir de la langue latine pour pouvoir justement m'approprier, prendre en main ce que le français, ce que la langue et ce que les mots veulent dire. Et je vais plonger dans une littérature totale d'Émile Zola, de Balzac, le siècle des Lumières, de Montesquieu, Voltaire, etc., qui tout ça va m'amener à comprendre la France, mais je vais ouvrir un petit peu le champ des possibles en allant vers la littérature comparée et la littérature étrangère, puisque le latin m'amène aussi à voir tout ce que la littérature espagnole, tout ce que la littérature italienne et la littérature portugaise, tout ce qui fait l'Europe de l'époque, et pour me dire, ah, l'Europe s'est construite comme ça, quels sont les liens entre les différents États et quelle est la politique véritablement dans laquelle s'inscrit la France et le pays dans lequel je vais poser mes valises et commencer à construire ma vie professionnelle. Pendant mes études à l'université à Paris 4 Sorbonne, je vais découvrir
le métier de surveillante. Donc, je vais demander des marchés des établissements scolaires parce que, comme tous les étudiants, je travaille à côté de mes études et je vais devenir surveillante dans un collège à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, un collège Henri Barbus. Et je vais commencer par le bas de l'échelle. Je deviens maîtresse de demi-pension, c'est-à-dire que je n'ai que 2-3 heures où je surveille les cantines. Et ensuite, je vais sortir de la cantine et aller surveiller la cour de récré. De la cour de récré, je vais monter dans les couloirs. Des couloirs, je vais monter un petit peu dans les bureaux de CPE. Et ça va me donner une vision de ce qu'est l'école dans toutes ces étapes. Je vais vouloir m'inscrire pour être professeur d'abord de lettres, puisque mes études de lettres modernes me dirigent vers ça. Et au fur et à mesure, je découvre que le métier de CPE est au carrefour de tout cela. Donc, je vais changer mon inscription du CAPES de lettres modernes en concours de CPE et je vais le passer. Et je vais également, avant de le passer, pardon, je vais faire professeur contractuel pour enseigner dans les salles de classe le français, en collège. Je me rends compte que je ne suis pas totalement en accord avec la notation. Or, un élève ne se résume pas, à mon avis, à mon sens, à la seule note, qui ne l'identifie pas dans son entièreté, d'où mon changement de professeur de lettres à conseillère principale d'éducation, où je vais vraiment m'emparer de toute la dimension à la fois pédagogique et éducative dans ce métier-là, dans cette fonction que j'adore, que j'ai exercée pendant 7 ans. Et je vais faire plusieurs établissements de tout type dans les 3 académies, Paris, Créteil et Versailles, pour véritablement découvrir un petit peu les fonctionnements divers et variés des établissements scolaires. Je me rends compte que lorsqu'on est CPE, on peut proposer, on peut être actrice de plein de choses, mais on n'est pas décideur. Et je vais décider de devenir proviseur. Donc je vais passer le concours de personnel de direction. Je vais le rater une fois. Je vais le rater une deuxième fois. La troisième épreuve, la troisième tentative, pardon, va être la bonne et je vais obtenir le concours de chef d'établissement. Je suis affectée dans une académie de Créteil. Je vais découvrir, je vais faire mon année de stage et je vais revenir dans mon académie parisienne où je vais travailler avec des équipes dans les lycées, avec des classes préparatoires, avec des classes à horaires aménagés, avec tout type de classes, dans les zones ZEP, REP, tous nos beaux sigles que nous connaissons. Et je vais apprendre de l'école comment on devient véritablement chef et quel type de chef d'établissement je veux être. Donc, avoir le pouvoir, oui, mais à condition qu'il puisse apporter, qui puisse être utile et donc accompagner. Et cette expérience, cette richesse va m'amener à diriger le lycée Lucas de Néou, sur lequel je suis depuis maintenant 6 ans. Alors, plusieurs auteurs contribuent dans mon panthéon de la femme que je suis devenue, mais je vais commencer par le plus grand d'entre eux, celui que j'admire et que j'adore, c'est Amadou Hampâté-Bâ. Je le découvre quand j'ai 16 ans. Je suis à Bamako et je découvre un roman qui s'appelle L'étrange destin de Wangrin. Et ce roman va me transporter véritablement lorsque j'ai 16 ans parce que je suis Wangrin. Je m'identifie totalement au héros, je suis l'héroïne et je fais toutes les actions et j'en recueille les fruits et je suis emportée par ce récit qui est merveilleux que je conseille à tous vos lecteurs. Je suis aussi très passionnée par Zola. Nana de Zola va me construire, je suis Nana et je suis dans cette révolte, dans ce combat puisque je vais arriver moi aussi pendant cette période sombre à faire ma part de militante et de guerrière. Je suis également nourrie par une femme plus moderne, Christiane Taubira, que je lis, je suis les combats. Joséphine Baker, même si elle n'a pas écrit d'ouvrage, mais par ses combats, par ses chants, par son action de militaire, son action sur les champs, au-delà de son action d'artiste, me nourrissent pleinement. Mariam Ba, qui a écrit Femme d'Afrique, qui va être la première femme à écrire sur la condition des femmes, à écrire en tant que romancière en Afrique dans une époque où on ne les attendait pas, toujours et encore les femmes qui me nourrissent. Mais c'est quand même Amadou Hampâté-Bâ, ce grand homme. Mon ouvrage, Moi proviseur, le journal impertinent d'une chef d'établissement combative, s'inscrit dans la
droite suite, dans droite lignée, pardon, de mon premier ouvrage qui parlait de mon parcours dont je viens de vous parler. Cela s'est imposé pour moi comme une évidence. Une évidence pourquoi? Lorsque vous nous confiez vos enfants, lorsque vous arrivez devant les portes des écoles et que les élèves rentrent et qu'on ferme la porte, que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans une salle de classe? Que se passe-t-il dans l'organisation de chaque strate d'un établissement scolaire? J'avais envie d'inviter les lecteurs, les parents, les personnes ne connaissant pas le fonctionnement de notre système scolaire, qui est un excellent système scolaire français, avec quand même quelques périodes sombres, quelques injustices, quelques réglages qu'il faut faire. Je ne suis pas là à dire que tout est beau et que tout est mauvais. Je suis dans une forme de nuance, nuance qui permet aussi de s'auto-évaluer, de se comparer. Lorsque cette école ferme ses portes et que les sonneries retentissent, que se passe-t-il? Donc la construction, elle est personnelle d'abord, parce que je voulais faire partager. Je suis dans cette forme de bienveillance, de générosité, de partage, mais aussi intellectuelle, puisque on ne voit que les trains qui n'arrive pas à l'heure, on nous crie et on nous dit à chaque fois que ça ne va mal à l'école. Donc j'ai voulu mettre un focus sur un journal de bord de septembre à la fin de l'année, donc de l'entrée aux examens, en montrant aussi les difficultés, en montrant comment l'organisation est anticipée carrément 6 à 8 mois avant, en montrant comment les élèves sont l'énergie, l'essence. Je suis persuadée, moi, que les élèves sont notre ADN, notre énergie vitale pour que notre école de la République, notre école commune, qui porte des valeurs, qui a encore besoin, elle, d'avoir un horizon qui s'ouvre pour s'adapter à l'horizon 2030-2050, elle a besoin de prendre cette énergie-là et elle a besoin, dans les défis qui se posent actuellement, qui ne sont pas des défis dont nous ignorons quand nous sommes au cœur du réacteur, qui sont des défis portant sur la citoyenneté, sur l'engagement, sur la laïcité, sur les valeurs de la nation, sur comment est-ce que l'apprentissage et le savoir, la connaissance se construisent et ne s'obtiennent pas sur une paresse, doivent prendre toute leur place. Énormément d'idées modernes aussi qui vont contribuer à ce que l'école puisse avancer. La première des idées, c'est que personne, aucun élève, aucune personne ne doit vivre par procuration et ne doit être enfermé, étiqueté dans une situation à la fois d'échec ou pas d'échec, mais de l'accompagner dans sa construction. Et l'école se doit d'être ce vecteur-là, c'est-à-dire le tuteur qui tient et qui élève. C'est le sens même de l'école. Dans cet ouvrage, je défends également les valeurs qui font que nous fassions nation. Ces valeurs sont prônées par l'école. Mais l'école, à elle seule, ne peut pas tout. Elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Et elle se doit donc de faire appel à tous les partenaires, de bien cibler, de bien clarifier les objectifs et la ligne, le fil rouge sur lequel nous devons conduire la jeunesse dans son émancipation et dans sa construction. D'autres idées essentielles sont parsemées dans cet ouvrage à destination véritablement des professeurs, des élèves et des familles, des parents surtout. C'est par exemple le coaching au niveau des personnels. Lorsque je prends la direction d'un établissement scolaire multisite avec des formations plurielles, je découvre un écart entre la graduation des formations, formation métier d'art, formation industrielle, formation technologique, formation professionnelle. Nous sommes dans des familles de métiers où chacun reste dans sa passion, dans son couloir. Et dans ces silos-là, j'ai voulu faire un terrain commun, un vrai Stade de France de l'école. Dans ce terrain de Stade de France, tout le monde sur le gazon, j'ai fait appel à une équipe de professionnels qui interviennent souvent sur le travail en équipe dans le cadre du vivre ensemble et de la qualité de vie au travail. Pourquoi ? Il s'est avéré que plusieurs années avant, dans un collège difficile, en situation politique de la ville, j'avais eu à faire appel à des coachs pour parler aux élèves, pour travailler leur estime d'eux-mêmes, pour valoriser ce qu'ils avaient en eux comme compétences et qu'ils puissent s'accepter tout en étant dans une situation de ghetto.
ghetto de pauvres en l'occurrence, puisque c'était véritablement des élèves dans des situations à la fois difficiles socialement, difficiles scolairement, avec des parcours chaotiques. Et le coaching, à cette époque-là, s'est avéré bénéfique auprès des élèves. Et donc, lorsque je prends le pilotage, la direction de mon établissement, je me rends compte dans mon diagnostic, dans mon état des lieux, dans mon rapport d'étonnement des 15 premiers jours, d'un malaise existant entre les personnels. Or, au sein de l'école de la République, lorsque les personnels vont bien, l'école va bien. Et ça m'importe de les accompagner. Et ce n'est pas, voilà, ce n'est pas inintéressant, ce n'est pas rien, mais c'est quelque chose qui n'existe pas puisque nous avons souvent du mal à prendre soin de nous-mêmes au sein de l'école de la République. Et je pense que c'est nécessaire véritablement, d'abord par l'évolution de la société, par les difficultés, les défis de la société, que les enseignants puissent être écoutés, puissent être entendus et qu'on puisse prendre soin de nous les uns les autres. C'est ce qui va m'animer à faire appel pour cette deuxième partie, pas pour les élèves, mais pour les personnels adultes, personnels tout type, de la gardienne, du secrétaire de direction, de l'agent qui est en train de faire l'entretien pour qu'on rentre dans les salles propres, de l'aide de laboratoire, de la secrétaire générale qui s'occupe de la cantine, de la gestion, en passant par les AESH, les AED, etc. qu'on oublie souvent. Puisque je rappelle qu'on dit pion, hein. Voilà, ce sont quels mots vilains que nous avons employés dans notre lexique, mais qui sont des assistants d'éducation maintenant. Tout ce monde, donc toute la communauté, va poser un temps. Et là, en l'occurrence, je vais poser 2 temps. On va poser 2 demi-journées pour que tout le monde arrête de travailler. Et je vais informer les familles et les élèves qu'il n'y a pas cours, que les temps sont banalisés et nous allons prendre le temps de nous poser, de nous écouter. Et là rentre le coaching. Mais ce coaching, il rentre aussi parce que je me suis basée sur l'auto-évaluation de l'établissement, qui était une auto-évaluation à la fois extérieure et intérieure, qui a permis de poser un bilan. Et ce bilan faisait état de difficultés de certains personnels à travailler et à se sentir valorisés. C'était là la nécessité de faire appel à ce coaching-là. Une autre belle idée qui m'est arrivée de déployer, c'est un temps fort que nous connaissons tous dans les établissements scolaires, qui est le temps d'évaluation pédagogique. J'insiste sur ce mot-là. Le temps d'évaluation pédagogique, il est normé. C'est soit par trimestre ou par semestre. Et lorsque nous arrivons dans ce moment-là, on se doit d'y arriver préparé. Je parlais tout à l'heure de stade, de terrain, de ligne d'arrivée. C'est un sport dans lequel on s'entraîne aussi. Donc l'élève a travaillé, il a donné un temps d'évaluation, il a appris, il a eu les connaissances, il s'est nourri de ses connaissances et l'enseignant a estimé qu'il avait été pédagogiquement avancé et va informer les familles, les élèves de ces évaluations, 3, 4, dans un semestre, dans un trimestre, pour pouvoir obtenir une moyenne. Cette moyenne, elle va pouvoir évaluer véritablement l'acquisition du jeune, l'acquisition, le niveau d'acquisition des compétences de l'élève. Et lorsque nous arrivons en conseil de classe, nous avons une série de notes, une série d'appréciations écrites, très en accord avec la matière et avec comment l'élève a pu soit améliorer, soit un petit peu laisser les choses en plat ou s'est emparé véritablement de la matière. Et nous allons pouvoir définir une synthèse ce jour-là. Et le temps de cette évaluation se doit d'être mené de manière orchestrale. Et donc, dans le livre, j'explique à quel moment nous arrivons dans un conseil de classe à faire aussi bouger les curseurs des jeux de pouvoir et des relations pour les amener, des relations conflictuelles, pour les amener uniquement et exclusivement à la pédagogie. C'est-à-dire que si l'élève a été un petit peu, allez, on va dire les choses, casse-pied, si l'élève a été un petit peu dérangeant, perturbateur, etc., ça, c'est à dehors. On va pouvoir lui donner des heures de colle, on va pouvoir entretenir des échanges, l'éduquer
avec, mais là, on va évaluer sur un temps pédagogique éminent dans lequel on va l'accompagner en lui disant, là, vous avez des acquisitions, vous avez des compétences, là, vous n'avez pas des compétences, il va falloir les améliorer. Et c'est très important que tout le monde puisse être là, entendu, parler, réfléchir, être force de proposition pour permettre à un élève, dans le cadre de son évaluation complète, de savoir quel est le chemin sur lequel nous le conseillons. Il peut vouloir, lui, partir sur un chemin qui est un peu plus glissant, faire du Sisyphe, et nous sommes là souvent pour essayer de le redresser, de lui montrer. Il peut aussi être en matière de démotivation, et nous sommes là pour pouvoir dire, vous avez d'autres compétences, même si les notes ne sont pas à la lumière de ce que vous apportez au quotidien, mais votre talent, votre créativité, votre intellect et votre capacité à vous servir de vos 10 doigts et de votre cerveau va vous ouvrir des champs sur lesquels vous allez choisir peut-être un métier et donc une passion. Et lors des conseils de classe, le chef d'établissement se doit d'être particulièrement attentif. En l'occurrence, je suis très attentive et très vigilante sur l'objectivité et sur la rigueur des évaluations. À savoir que ce n'est pas le temps où on va reprocher à un élève d'avoir été cancre, où on va reprocher à une perturbation de classe pour se dire « tu verras au conseil de classe, on a pu l'entendre, ça va se régler au conseil de classe », ça peut se régler sur d'autres instances que sont les instances d'éducation, de punition, etc. Et nous devons valoriser, en tout cas faire en sorte que ce temps pédagogique soit un temps dédié uniquement sur les acquisitions, les perfections ou les choses que nous pouvons ajuster et être en conseil et le seul qui décide dans ces conseils de classe. Bien évidemment, en harmonie avec les membres de l'équipe pédagogique, c'est le chef d'établissement. Moi, je propose une réforme du temps, une réforme de la drôlerie, une réforme du rire, mais une réforme des personnes humaines en face à face avec des élèves. Nous ne pouvons pas nous laisser porter par l'évolution du digital, du numérique et dire que nous allons mettre de moins en moins d'humains face à nos élèves. Nous constatons, notamment dans la région parisienne, mais plus particulièrement à Paris, qu'il y a peu d'élèves puisque les familles sont parties. Eh bien, nous pouvons, par exemple, c'est une suggestion, redéployer les classes, les élèves, en mettre moins et garder le fonctionnement que nous avons avec les personnels que nous avons, que nous recrutons, et ne donc pas supprimer des postes. Parce que qui dit supprimer des postes dit enlever de l'humain au face-à-face pédagogique que plus rien, que jamais plus rien ne pourra remplacer. Ce n'est pas ChatGPT, Claude ou Perplexity ou tous les outils numériques utiles au demeurant qui permettront à un élève de se confronter à la réalité. Car je rappelle, lorsque vous dialoguez avec l'intelligence artificielle, il est toujours d'accord avec vous. Il ne vous contredit pas. Or, un élève, pour se construire, pour évoluer, a besoin de se confronter à du réel et donc à une autorité. Et l'autorité, c'est le professeur. Et l'autorité, c'est l'enseignant. Et l'autorité, c'est l'école qui éduque, qui enseigne et qui nourrit chacun. Donc mes idées que je porte, par exemple, dans le livre portant sur l'orientation, projet d'avenir que j'ai sobrement appelé OPA dans une proposition que j'avais adressée à ma hiérarchie, ça a un seul but, c'est permettre à l'élève de pouvoir avoir des référents, d'avoir une personne qui peut l'accompagner de bout en bout et ne pas se laisser perdre ou envoyer à droite à gauche dans une errance pédagogique, dans une errance institutionnelle. Nous gagnerons, l'école gagnerait à se recentrer sur l'humain et à faire en sorte que l'orientation puisse être choisie, que l'orientation et la pratique pédagogique des élèves, de les amener à se construire, puissent être nourris, construits, par exemple, depuis le démarrage de l'école jusqu'à la sortie de l'école. Un exemple concret, par exemple, j'ai mis en place des ateliers du mercredi du verre. Cela consiste en quoi? Moi, je suis dans un métier de niche spécialisé sur les métiers d'art du verre et du vitrail, des vitraillistes, des décorateurs sur verre, des peintres sur verre, qui détiennent un savoir-faire, un savoir-faire. Ces enseignants
après échange, discussion, ont adhéré à la proposition que je leur faisais d'accueillir tous les mercredis après-midi les ateliers du verre proposés à des élèves de CP jusqu'au CM2. Nous travaillons de concert avec les primaires, nous travaillons de concert avec les directrices et directeurs d'école et les directeurs et directrices de centres aérés. Nous leur ouvrons les ateliers. Les professeurs prennent sur leur temps pour transmettre des ateliers d'1 heure, donc de 14 heures à 15 heures, de 15 heures à 16 heures. Nous avons ces 2 créneaux-là qui sont proposés. Chaque établissement s'inscrit. L'élève arrive, il se met en tenue, EPI, équipement personnel individuel, code de bleu de travail. J'insiste sur le bleu de travail. Ce n'est pas, c'est d'ailleurs très beau, ça revient à la mode. Vous devriez tous essayer un bleu de travail. Ces jeunes élèves de CP, mais c'est adorable de les voir dans les ateliers. Leur tête arrive au niveau de la table de coupe et ils sont émerveillés. Ils ont des paillettes dans les yeux. L'enseignant, lui, il se sent gonflé à bloc, révigoré par une énergie de cette jeunesse. Les petits travaillent et rentrent à la maison le soir avec un objet qu'ils ont confectionné eux-mêmes, avec un petit panneau de vitrail, avec une peinture faite sur un bout de verre. Nous allons effectivement ensuite embellir le tout ça, leur donner en gift, en cadeau, ou écrire à la main, à la peinture, leur journée. L'école du verre de Paris, qui est le nom que nous avons rebaptisé de l'école Lucas Néou, que j'ai la chance d'administrer. Et nous allons permettre de faire de l'information par de la pratique dès le plus jeune âge. Car c'est souvent difficile de demander à un élève au collège, en classe de 4e et de 3e, « Tu n'es pas bon, tu renvoies pro ». Phrase que nous avons souvent entendue et qu'il faudrait, me semble-t-il, cesser de prononcer puisque ce n'est pas la réalité. On ne vient en voie pro que par passion, par amour et par envie. Et cette envie-là, il ne se décrète pas, il se travaille, il se construit. Et pour qu'il se construise de manière naturelle, il m'a semblé pertinent de le commencer dès la classe de CP en ouvrant très largement les ateliers grâce aux enseignants auxquels je rends hommage, qui donnent de leur temps, de leur pédagogie pour transformer justement les idées reçues sur la voie professionnelle, voie de garage. C'est faux, c'est l'excellence. Et l'excellence, elle se construit par cette créativité-là que nous allons dénicher et chercher dès le plus jeune âge. Donc mes idées, c'est une école à l'horizon 2030-2050, en prise directe avec sa réalité concrète de ses métiers, de sa formation, de sa matière première, d'où aussi le changement de nom de l'établissement. C'est très bien les noms que nous avons, que les noms de personnalités ou d'anciennes personnalités aient pu être donnés à des établissements scolaires, mais ça ne parle plus du tout à la génération actuelle. Ils ne comprennent pas en quoi consiste l'établissement. J'avais un petit exercice que je faisais faire quand j'étais CPE aux élèves nouveaux venus ou quand j'étais professeur dans un établissement. C'était un travail de recherche sur le nom du lycée. Pourquoi ce lycée s'appelle Romain Rolland? Pourquoi ce lycée s'appelle Henri Barbus? Pourquoi ce lycée s'appelle Jules Ferry? Pourquoi ce lycée porte le nom de Victor Hugo? Quel est le lien? Qui est cet homme? Qui est cette personnalité? Et là, ça permettait, en fait, ça avait un seul objectif, que l'élève s'approprie et s'empare de son lieu. Et donc, une fois que c'est chez lui, il respecte et ça se passe bien et il n'y a pas de dégradation. Actuellement, lorsque nous sommes dans les métiers d'art, lorsque nous sommes dans les lycées professionnels, nous travaillons une matière. La matière, ça peut être le verre, le bois, ça peut aussi être les bijoux, ça peut aussi être la reliure sur le livre, ça peut aussi être la menuiserie aluminium-verre, ça peut aussi être la chaudronnerie, ça peut aussi être des tas de formations qui existent et la France est très riche de ça. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais le nombre de formations dans l'enseignement professionnel, l'offre de formation, c'est vertigineux. C'est vertigineux. On ne s'en sort même pas, on ne sait pas. Donc, si nous arrivons à cibler le lycée de l'eau et de la chimie, le lycée du bois, le lycée du verre, le lycée de la bijouterie, etc., la cible étant identifiée, la jeune génération, elle voit à peu près, elle s'essaye, elle a le droit de se trébucher, elle a le droit de tromper, elle a le droit de dire « moi je voulais effectivement être ébéniste, moi je voulais effectivement être vitrailliste, moi je souhaitais effectivement être chaudronnier, mais finalement je me rends compte que ce n'est pas pour moi et je change ».
Et en cela, mettre toutes ces formations dans un même lieu, je milite pour une école polyvalente.